Hey, bon dimanche tout le monde, comme le dirait Reine Malo. Donc, je vous souhaite, mesdames et messieurs, et tout le monde, la bienvenue. Donc, encore une fois, pour cette dernière journée du Salon du Livre de l'Outaouais, édition 2021. Écoutez, c'est un honneur pour moi, tout un honneur, de m'entretenir. Donc, c'est l'entretien d'honneur, donc d'un invité d'honneur, J.R. Léveillé de Winnipeg. Donc, J.R., auteur de, on dit, de plus d'une trentaine d'œuvres. Moi, il me semble que ça foisonne. De tous les genres, J.R. Il y a même eu un colloque international en l'honneur de ton œuvre. Tu es connu, tu es réputé en même temps. Je suis content de dire qu'on est quelque peu complices de longue date. Man, on va avoir du fun. Merci d'être là. Oui, mais ça fait plaisir d'être avec toi, Eric. J'espère que tu te portes bien. Puis surtout, ça me fait plaisir d'être au Salon de l'Outaouais. J'étais au premier salon. Parce que j'ai vécu quelques temps dans l'Outaouais, alors ça me fait plaisir d'y remettre les pieds virtuellement. Alors, salut tout le monde. JR, on s'en va dans le vif, on s'en va dans la viande. OK? On s'entretient, donc, on s'entretient au sujet de Gany Chomong ou l'extase du temps. À lire, évidemment, mais surtout à relire, comme je le disais à JR. Dans le vif, JR, premièrement, on apprend relativement tôt d'où nous vient donc le titre, si on veut, de Gany Chomong, oui. On nous dit que c'est la voie entre deux eaux, initialement, sauf que ça semble pas être comme ça que ça a été admis à titre le nom du chemin, le nom de la route. Moi, je te pose la question tout simplement. À quel point crois-tu que ce titre-là convient superbement? Il y a comme une voie entre deux eaux au fil de notre lecture, là. Oui, bien, tout à fait. C'est le nom original, comme je dis dans le roman, de la route où j'ai ma maison d'été sur le bord du lac Manitoba, avec de l'autre côté de la route le lac Francis, qui est tout petit, qui est entouré d'un marais. Alors, le nom original que les Amérindiens y avaient donné, c'était Gany Chomong, puis ça veut dire justement ça, la voie entre deux eaux. Alors, comment est-ce qu'on arrive à naviguer dans la vie? Et puis, c'est pour ça qu'il est question de bouddhisme et de toutes ces philosophies-là. Il s'agit de suivre sa route. Ça peut être la route entre les eaux bibliques d'en haut et celles d'en bas, entre le ciel et l'enfer. Il y a une voie pour tout le monde et puis c'est d'arriver à trouver cette route-là. Je trouve ce nom merveilleux. Je trouve évidemment terrible que la bureaucratie l'a rayé officiellement sur les enseignes de la route. Mais moi, j'ai une affiche qui dit Gany Chomong sur ma propriété, puis c'est le nom de la route. Et puis, évidemment, en écriture, on prend des morceaux ici et là, on les met ensemble. Et à partir de ce lieu-là, j'ai inventé ce roman, un lieu où j'ai écrit beaucoup d'autres romans, mais je voulais faire indirectement un hommage un peu à ce pays où je passe mes étés depuis ma très tendre enfance, donc bientôt depuis dans les 70 d'années. JR, tu l'as à peine abordé, tu l'as effleuré, là, puis moi, ben écoute, je veux sauter là-dedans. Tu permets au lecteur une initiation sans pareil quant à diverses philosophies qui, en principe, donc pour le commun ou la commune des mortels ou des immortels, ne devraient pas coexister. Et pourtant, en quelques 150 pages, tout ça coexiste. Ma foi, est-ce qu'il y a tout un fond de recherche, JR, ou s'il y a plutôt une façon de vivre? Bien, un peu des deux, oui, certainement. C'est certainement ma façon de vivre, mais il y a un peu de recherche parce que lorsqu'on écrit des choses, on clique ici et là, puis on se rend compte, par hasard, évidemment, que voilà telle chose. Telle couleur pourrait se mettre dans le tableau, puis on n'avait pas pensé à telle couleur. Cette route entre deux eaux, cette route que chaque individu qui est là depuis toujours, puis qu'on doit adopter, bien, c'est un peu comme une toile d'araignée. Tous les éléments, puis mon roman est construit ainsi, comme une immense toile d'araignée. Alors, chaque point se relie à l'autre point. C'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans ce roman. L'extase du temps, c'est pas seulement le temps présent. C'est très important d'être dans le moment présent et de jouir de la nature physique qui nous entoure. Je veux dire, c'est l'été, c'est léger, c'est le soleil, c'est le temps d'être évaporé, pour ainsi dire, et de s'élever du physique dans le métaphysique. Mais cette construction-là permet justement de passer, disons,
de thèmes amérindiens à des thèmes zen, à des thèmes bouddhistes, aller dans la Grèce antique, se retrouver dans la peinture, dans la musique. Je trouve une façon, j'estime, de relier toutes ces choses-là. Et puis, pour moi, c'est un peu ça l'extase du temps. C'est comme l'araignée, une fois que la mouche touche un point de sa toile, tout de suite, elle accourt, tous les liens vibrent, elle sait où se rendre. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question, mais le roman est construit comme cette toile d'araignée. JR, premièrement, tu réponds admirablement à la question. Et deuxièmement, même si tu ne répondais pas, écoute, je bois les paroles à l'heure actuelle. Là. Let's go. Ouais. Mais JR, tu as un enchevêtrement aussi de toutes les disciplines artistiques. Je te remercie de le préciser. Encore là, je me suis dit, oh mon Dieu, cet homme-là a une superbe, c'est pas juste une culture, JR, c'est une culture vécue. J'ai comme l'impression que c'est ton quotidien. Puis quelque part, il y a un peu d'envie que j'éprouve. Et je me dis, écoute, on n'est sans doute pas si loin de là. Parce que, évidemment, on a accès aussi, donc, aux certains maîtres à penser, parmi lesquels, je suis désolé de te le dire, mais tu t'inscris là. OK? Tu deviens un maître à penser par l'entremise de Gany Chomong ou l'extase du temps. Le phénomène de l'extase, JR, est-ce qu'il faut le prendre étymologiquement parlant? Donc, se situer ou se tenir à l'extérieur de, quand on pense à l'extase du temps? Se tenir à l'extérieur, c'est la meilleure façon d'être à l'intérieur des choses. C'est un peu comme le wu-wei ou la non-action en pensée zen, parce que c'est pas vraiment une philosophie, c'est une manière de penser. La non-action, ça veut pas dire qu'on fait rien, mais c'est de laisser venir les choses vers soi et de s'insérer là-dedans, de les accueillir. Écoute, de faire des choix, de voir ce qui est à nous, puis ce qui est vraiment fait partie de... Quand on parle du chemin, de la voie à suivre, elle n'est pas là-bas quelque part. Et étant dans nous, c'est nous qui faisons la voie. Il y a un romancier très moderne qui disait « Le sujet n'a pas besoin qu'il y ait un monde ». Alors, évidemment, on pourrait discourir là-dessus de façon philosophique, ça ne veut rien dire. La chose importante, c'est que c'est le sujet qui est en vie, c'est lui has to deal with it, comme on dit en anglais. Son affaire, c'est à lui. Et puis, je pense que toutes les petites histoires que j'essaie de tricoter là-dedans, c'est un peu pour montrer cette chose-là. Il n'y a pas de vraie réponse. Il n'y a pas une chose qui est la solution. Elles le sont toutes. Et puis, au moment où on commence à accepter ça, bien, c'est l'extase pour nous. Mais je pense aussi, si on peut être anthropomorphique un peu, à ce moment-là, le temps lui-même jouit. Il est heureux de notre propre jouissance du temps. C'est aussi un peu comme disait le philosophe allemand Angelus Silesius. Je vais le paraphraser, je ne sais pas, je vais me souvenir exactement de la citation qui est d'ailleurs dans le roman. Il disait le Dieu qui ne devient pas devient dans le temps ce qu'il n'a jamais été. Alors, ça nous fait penser à toute cette histoire-là. Est-ce qu'il est absolu? Il n'y a pas de changement ou il y a du changement? Le mouvement est probablement le vrai temps. Oui, il y a des changements, mais c'est d'être, et puis c'est une citation que j'ai mis en début de roman, le vrai roman, c'est le mouvement de l'esprit lui-même et rien d'autre. Et justement, tu nous rappelles à un moment donné que le changement et le mouvement sont sans doute à opposer. Et là, la question, tu te la poses. Donc, dans la première partie, et je me permets de le signaler donc au public, aux lecteurs, aux lectrices, cette première partie, donc les prolégomènes que tu jettes, JR, ça recoupe environ 60% du roman. Oui. Ce qui nous laisse 40% pour le roman en tant que tel. Donc, le cœur sacré, là où on a l'impression de pénétrer le making of, si vous me permettez, semble nous annoncer, pas nous annoncer, semble nous dicter une narration. Et pourtant, quand on entreprend la lecture du roman lui-même, donc ce qui se veut le roman, selon la façon dont tu l'as toi-même disposé, on est comme foudroyé quand on apprend quelle est la narration. Pourquoi ce choix? Oui, j'écris des livres, tu sais, le temps est bref, la communauté dans laquelle je vis est très dynamique et vivante, mais elle est petite. J'ai pas le temps d'écrire ce qu'on pourrait appeler des romans hollywoodiens. Je vais écrire une littérature qui se pense et
Puis ce roman ici, c'est un peu ce que Jean Ricardou a appelé l'aventure du récit plutôt que le récit d'une aventure. Et puis, je suis content que tu aies souligné ça parce que le roman, d'une certaine façon, est construit de façon yin-yang. Tu as une narratrice qui écrit l'histoire d'un narrateur qui écrit l'histoire d'une narratrice. Alors, la première partie s'appelle Le cœur sacré et on apprend dans l'histoire de la narratrice qui apparaît en deuxième partie qu'elle est là pour écrire son récit. C'est un récit sacré qu'elle dit, c'est une histoire de cœur. Évidemment, ça correspond au titre de la première partie, Le cœur sacré. Et puis dans la première partie, tu as un narrateur qui n'a pas de nom, qui est en train d'écrire la deuxième partie qui s'appelle le roman. Alors, il y a cet échange entre les deux. Puis finalement, il y a une troisième partie, parce que même s'il y a des différences entre la première et la deuxième partie, il y a une espèce de ton qui est assez semblable entre les deux. Il y a peut-être plus de musique dans la première partie, plus de beaux-arts dans la deuxième partie. Et puis, je soulignerai aussi une chose que j'ai faite parce qu'on l'ignore toujours. Il y a beaucoup de citations zen de poètes connus dans la première partie, mais dans la deuxième partie, j'ai mis beaucoup de citations de poètes ou de poétesses, devrais-je dire, zen, d'abbesses zen qui sont inconnues et qui ont pensé des choses aussi véridiques, aussi importantes que ce que les hommes ont pu dire. Donc, il y a ces deux parties. Puis la troisième partie, qui, elle, est très, très brève, mais cette partie-là appartient au roman. C'est le roman qui prend la parole à la fin et puis qui conclut. Alors, donc, construit sur le yin-yang, mais en même temps en dialectique. Je propose, j'oppose, je compose. Alors, thèse, antithèse, synthèse. Et ce concept dialectique-là, évidemment, tu nous le rappelles en toutes lettres à la fin. Donc, dans la partie qui s'intitule tout simplement « Fin », comme il se doit. Et contrairement, donc, encore une fois, je tiens à le préciser, là, contrairement à ce qu'Aquin aurait peut-être fait là, dans Trou de mémoire, il me semble, c'est pas une entre-annihilation des narrateurs / narratrices, au contraire. Non. Narrateurs et narratrices s'entre-nourrissent. Oui, tout à fait. Puis, les lecteurs... je pense que généralement sont assez sages, mais je dis, peu importe, on met des épigraphes au début, c'est pas juste de simples choses, ce sont comme des pistes de lecture. Alors quand on dit de connaître le masculin, mais d'adhérer au féminin, ben, c'est une piste de lecture, n'est-ce pas, pour le roman. Alors, oui, ces choses-là sont faites, je pense, pour faciliter la lecture, parce que même si elle est dense, elle est concentrée, je pense en même temps qu'il y a une certaine légèreté d'écriture, puis je pense qu'on peut passer d'une chose à l'autre, même si on ne connaît pas le bouddhisme ou si on n'a jamais rencontré l'œuvre, l'artiste merveilleuse qui est Geneviève Haas, etc. On peut googler et aller trouver mais c'est la façon que son travail est présenté. C'est la façon que Glenn Gould attaque le piano. C'est pas tellement la musique en soi là qui m'intéresse quand je parle de ça. C'est son attaque. Comment il s'est préparé pour entrer dans la musique et puis justement faire sortir la musique d'une boîte mécanique. Alors, ce sont des pistes de lecture, mais ce sont des pistes d'expérience de vie tout aussi bien. Et tu le rends tellement, tellement bien, le phénomène Glenn Gould. Je trouve que tu l'exprimes d'ailleurs superbement. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a là quelque chose de comparable au Monde de Sophie. Là, quand c'est sorti avec Jostein Gardel, là, à savoir que c'est pas un condensé. Tu nous dis, c'est dense, oui, c'est pas pour autant un condensé. C'est une invitation à nous mettre, nous aussi, à ce mode de vie-là et à ce mode de pensée-là et à te suivre. On a une question du public, JR. D'accord. Donc, question de Suzon de Mers. Qui a été votre plus grande inspiration quant à cette démarche spirituelle, JR? Je peine un peu à mettre un nom sur quelqu'un. C'était... au cours de la vie, il y a des choses qui nous viennent. Je dis, ça peut tout aussi bien être le rock and roll puis Elvis Presley que ma première rencontre avec la poésie de Bachot. J'ai fait un cours classique, donc j'ai fait des études en philosophie. Et puis alors peut-être à ce moment-là, je dirais que les penseurs, les philosophes pré-socratiques qui sont très présents dans le roman ont été peut-être ma première porte, mon premier chemin dans la bonne voie, pour ainsi dire, parce que même s'ils s'opposent les uns les autres,
j'ai l'impression que c'est comme des physiciens atomistes modernes. Ils disent chacun une partie de la réalité du monde. C'est comme Heisenberg qui disait, bien, on peut pas mesurer la vitesse d'une particule et sa masse en même temps. On trouve ça chez Héraclite et Parménide qui s'opposent. Ils regardent la chose chacun d'un point de vue différent et les deux choses, au fond, sont complémentaires. Alors, ça aurait été les premiers êtres qui ont peut-être façonné ma façon de penser, beaucoup plus que les grands philosophes comme Hegel, puis saint Thomas d'Aquin, puis tous ces gens-là. Alors, ceux qui nous parviennent en fragments, donc qui laissent autour d'eux un peu d'espace puis de vide pour notre propre pensée, notre propre approche de ce qu'ils ont à dire. Et ce sont des concepts, JR, si je peux me permettre, qui habitent beaucoup de ton œuvre. Donc, oui. Il ne faut pas non plus, je crois, inversement croire que Gany-Chomong s'avère l'aboutissement. Parce qu'il faut avoir lu J.R. Léveillé pour savoir que ce que tu nous décris, encore une fois, admirablement ici, ça fait partie intégrante de ton œuvre. C'est viscéral quant à notre lecture de ton œuvre. Oui, c'est vrai. Je veux dire, dans ce sens-là, c'est un aboutissement, mais je dirais pour ma part que je pense que quelqu'un qui ne m'a pas lu auparavant peut prendre ce livre, y entrer et faire un voyage. Mais il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe en effet, puis je me sens en relation avec ce que tu viens de dire. Je me suis intégré comme personnage romanesque ici et là moi-même à l'intérieur du roman. Je parle de ce roman que je dois aller en ville corriger, qui était écrit en islandais, etc. Mais c'est la traduction d'un des romans que j'ai fait. Mais je me crée comme personnage extérieur parce que je pense que les éléments de ma vie personnelle, les choses que j'ai découvertes, je les mets tous sur le même pied d'égalité. Ce sont des couleurs différentes, des profondeurs différentes de couleurs dans un grand tableau. Alors, c'est vrai que ma mère était pianiste. Si je mets ça dans le roman, j'essaie pas particulièrement de raconter ma vie antérieure. J'essaie de la rendre actuelle en ce moment, d'être dans l'extase de ce qu'est ma vie dans le moment présent. Superbe, superbement dit aussi. JR, écoute, on est entre nous. Je peux t'avouer à quel point j'ai été jaloux de lire certains passages. Ça, c'est pas une question, là. Je fais juste te le dire. La beauté est dans l'imparfait, l'incomplet et l'impermanent. Est-ce que c'est-tu pas assez beau pour vous, ça? La véritable rébellion est dans le bonheur, le jeu, la joie, la jouissance. Mon doux, mon doux. Question de Michel Lapierre. Pourquoi choisir fréquemment d'incarner des personnages principaux féminins? Notamment, Michel nous dit, je pense au roman Le Soleil du lac qui se couche, dont le personnage principal est également une femme. Oui, tout cela est curieux parce que je me souviens dans le roman Plage, j'avais un projet différent pour ce moment-là, puis je me suis dit, c'est pas moi à parler au nom des femmes. Et puis, j'espère que je ne prends pas la parole au nom des femmes parce que c'est pas quelque chose que je peux faire. Mais comme il est dit en épigraphe de Gany-Chomong, connaît le masculin, adhère au féminin. Alors, je pense qu'il faut connaître les parties féminines de sa propre vie. J'ai connu des tas de femmes dans ma vie, évidemment, ma mère, des tantes, des grands-mères. Les premières filles que j'ai connues, des amis, simplement. Mon épouse. Je pense que je peux avoir une certaine affinité pour ces choses-là. Dans le roman auquel on vient de faire allusion, Le Soleil du lac qui se couche, j'ai pensé de pouvoir le faire pour deux raisons. D'une part, parce que Angèle, qui est l'héroïne, elle parle surtout de Ueno Takami, avec qui moi je peux m'identifier, le poète qui essaie de faire son chemin, qui est intéressé au zen et tout ça. Et puis aussi, jeune, en primaire, j'avais deux bons camarades, c'est pas des femmes, mais d'école, avec qui je jouais, etc. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai appris que c'était de jeunes métis. Pour moi, c'était des amis. Il n'y avait pas, comme on dit, de couleur de cheveux ou de couleur de peau ou de philosophie ou de religion. C'était des amis avec qui je me suis entendu et leur spécificité
dans ce sens-là, si je peux dire, m'est venu par après. Et c'est pourquoi, dans Gagner chemin, il y a beaucoup question de ce genre de choses-là. Ce sont des choses importantes, mais ce sont des couleurs de la vie et c'est le mouvement de l'âme ou du cœur à travers toutes ces choses-là qui comptent. Alors, je pense ne pas avoir parlé au nom des femmes, mais comme les femmes peuvent créer des personnages masculins, les romanciers aussi peuvent créer de personnages féminins, mais aussi, comme je dis dans Gagner chemin, c'est plutôt, j'essaie pas tellement de créer un personnage, mais une voix, un ton, une approche. Et c'est pourquoi je pense que le narrateur peut raconter l'histoire d'une narratrice, cette narratrice-là qui raconte l'histoire du narrateur. Alors, c'est interversé, c'est comme le symbole du yin-yang, la virgule noire, la virgule blanche, avec le point blanc puis le point noir, les deux contenus dans un grand cercle. Le yin-yang, c'est le symbole par excellence de l'écriture. 2 virgules, 2 points virgules, un grand point. On a toute l'écriture juste là. C'est un peu comme ça que je me permets d'écrire ces choses. C'est vrai. Et JR, quand tu dis « je me le permets », oui, tu te le permets, mais en même temps, tu nous permets un tel accès à nous. Écoute, on lit aussi dans Gagner chemin. Le roman s'écrit sans arrière-pensée. Hein? C'est l'extase sans limite de l'écriture. Le vrai roman met en jeu l'existence même du roman. Oui. Est-ce que c'est ainsi que tu as procédé, J.R. Léveillé? Oui, tout à fait. Puis, je vais répondre un peu de façon en bifurcation parce que derrière moi, affiché en partie au mur, c'est la suite de Gagner chemin. Alors, c'est une suite qui n'en est pas une. On n'a pas besoin d'avoir lu Gagner chemin pour lire la suite, mais il est un peu dans la même vision de pensée. Et puis, je les affiche derrière moi parce que j'écris par fragments, par bribes, je les assemble. Alors, je mets les feuilles derrière moi pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite, je peux aller puis ajouter des notes, les changer de place et tout. Alors non, comme il est raconté dans le matin, dans le roman, le matin, je me réveille, j'ai des souvenirs de rêve, je les note, je vais écrire sur la plage, je prends des notes. À un moment donné, comme ça, le roman, qui semble être un peu un journal en même temps parce qu'il est écrit de façon un peu quotidienne, il donne cette impression-là, malgré qu'il est très, très structuré. J'ai voulu donner l'impression que, justement, il se compose à mesure qu'on avance. Et puis, c'est ça, le chemin entre deux eaux. Le chemin n'existe pas, il se trace à mesure qu'on l'écrit. Écoute, Julien, c'est pas une question, là, parce que je veux passer à la prochaine question du public, mais je me permets la chose suivante. Les moments qu'on considérerait être des moments de détente sur la plage, donc la nuit, puis je veux pas te dire parce qu'on se connaît et je sais que la détente fait littéralement partie de ton quotidien, mais il y a des moments d'équilibre. Tu évoquais tantôt le yin et le yang, et puis juste avant le yin et le yang, tu nous parlais, donc, quand tu as évoqué ta mère qui était pianiste, la notion d'équilibre. Et je me dis qu'en même temps, cette détente-là est jamais profonde au point où tu ne peux pas revenir. Puis je trouve ça sublime. Michel Côté, le temps enfant, le plaisir d'être né. Pourquoi ce lien entre le temps et l'enfant? Parce que l'enfant est parfaitement zen, il est parfaitement dans le temps, il est tout à fait ce qu'il est en train de faire. En même temps, il est un peu comme un chat, il fait ce qu'il fait, puis il y a une distraction, puis il va là, puis soudain, il va à l'autre place. Mais le chat est toujours, à chaque moment, totalement dans son temps. Et pour moi, c'est l'enfance. Pardon. Et je pense que c'est ce qu'on doit essayer de retrouver ou d'atteindre. Non pas de retourner dans le passé puis d'être un enfant. Faut devenir responsable, faut être adulte, mais il faut garder dans son cœur, pour ainsi dire, ce sentiment de l'enfance. Et puis le sentiment de l'enfance, c'est la disponibilité, l'ouverture à toute chose. Et puis quand la bureaucratie, par exemple, la mère me dit « Hey Roger, c'est le temps de rentrer, viens manger », on dit « Ah oui, OK, j'arrive tout de suite ». Mais il faut... je pense que c'est en retournant cette grande ouverture de l'enfant. Et on sait qu'il y a des enfants qui se font blesser, malheureusement, mais c'est essayer de retrouver l'ouverture originelle de la disponibilité de l'enfant qu'on peut trouver un peu de plaisir dans la vie. Puis je termine
ceci en disant, je dis toujours qu'on serait chacun dans l'enfance ou au paradis, c'est la même chose si on passait pas son temps à ressasser les braises de notre enfer. Alors, si on essayait de mettre le pied de l'autre côté, on retrouverait plus aisément ce sentiment de paradis et de l'enfance. Là, il est 11h42, dernier jour de février. Il n'est même pas midi, puis j'ai déjà les larmes aux yeux. Je te remercie, J.R. Léveillé, bonté. Soit dit en passant, il y a des allusions même à Yogi Berra. OK? Donc, je veux vraiment établir pour tout le monde là, que c'est hyper accessible et que ça nous permet tout un voyage. La dernière question que j'ai à te poser, J.R., pourquoi est-ce qu'il y a une... On comprend pourquoi est-ce qu'il y a une troisième partie, c'est dans la dialectique des choses. Pourquoi l'avoir intitulé La fin? Oui, bien parce que c'est pour noter qu'on arrive à la fin d'un roman, c'est pas un roman qu'on lirait dans le sens contraire, etc. Mais je veux tout simplement, c'est la fin du roman, je veux le ponctuer, je veux rassembler tous les éléments. Et puis je pense en 2 pages, à la fin, je réussis à toucher, j'espère du moins, un certain nombre des grands concepts qui ont été évoqués dans les 2 premières parties. Ça prend absolument... Mais c'est une fin toujours ouverte, n'est-ce pas? Le début, la fin, j'oublie, c'est Parménide qui le disait, mais je fais le tour, mais que je commence à n'importe quel point, j'aboutis toujours en retournant, en suivant la bonne voie. Alors, la fin conclut. Le premier passe au 2, le 2 passe au 3. Le 3 fait, comme dit le Tao, donne naissance à l'ensemble des choses et la vie poursuit son cours. Ta pratique, J.R., est-elle plutôt selon le changement ou selon le mouvement? Ben, je pense que c'est une bonne façon de le résumer. Je veux dire, on est entouré de choses et puis après un certain nombre d'années, on a une expérience de vie, on est qui on est à peu près, mais on est toujours dans l'expérience d'être et de redevenir, si je puis dire, qui on est. Mais oui, je suis occupé, je ne suis pas très stable dans le sens bureaucratique, ancré, ne pas changer. Il faut que les choses prennent leur teneur kaléidoscopique, pour ainsi dire. Et puis, généralement, c'est comme ça que je me promène dans la vie. Je ne sais pas de passer pour un bon zen là, en ce moment. Il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais OK, so what, comme dirait peut-être Yogi Berra, on passe à autre chose. J.R. Léveillé, écoute, je ne sais pas comment te remercier. Je vais sans doute finir par t'appeler, mon chum. Gani Chomong ou l'extase du temps, c'est à lire autant que J.R. Léveillé est à écouter. Un dimanche matin comme un jeudi soir, J.R., mon doux, quel voyage, en même temps dans l'introspection, puis tu nous donnes le goût non seulement de te lire et de t'écouter, mais d'aller peut-être nous prélasser en pensant qu'on va se détendre sur la plage avec toi, puis on se détendra peut-être pas tant que ça. Merci beaucoup, J.R. C'est moi qui te remercie, Eric, et puis l'hommage que tu rends au livre, c'est vraiment un témoignage de l'œuvre qui n'est plus à moi maintenant et j'espère qu'elle continue à faire son chemin. C'est une œuvre volante non identifiée, un ovni. Et la suite, J.R., dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui est tapissée, hein, qui tapisse le mur derrière toi, c'est pour quand, selon toi? J'espère la terminer ce printemps, donc avant que ça suive son parcours, ça peut-être en 2022, j'aimerais bien. OK. J'ai déjà hâte. Merci beaucoup, J.R. Léveillé. Sublime. Et merci à tous qui étaient là à l'écoute. Salut.